Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. Avant de commencer, je tiens à remercier très chaleureusement Thierry Durossel ainsi que la Société centrale d'apiculture et son président pour m'avoir convié à cette, je ne sais pas comment vous la trouvez, mais moi j'ai trouvé que ça avait très bien commencé à cette passionnante journée scientifique. Nous allons continuer notre voyage temporel dans le temps. Et effectivement, on avait discuté avec les organisateurs pour savoir si on commençait par la préhistoire ou pas, et on s'est dit qu'on irait dans l'ordre stratigraphique, et la préhistoire elle est en bas en général dans les couches. Donc on va s'enfoncer dans les temps préhistoriques, donc chez des populations qui n'écrivaient pas, à la recherche d'indices qui pourraient nous renseigner sur les tout débuts de l'exploitation des produits de la ruche. Donc vous avez une peinture sur une falaise qui représente une grande corde, un ensemble de cordes, une échelle en corde en fait, sur laquelle grimpe un chasseur ou un collecteur de miel, et vous voyez qu'il a un panier, il va récolter les rayons dans la ruche. Donc la ruche est symbolisée par un trou dans la falaise que vous voyez là. Et puis vous voyez les abeilles qui sont surdimensionnées, représentées surdimensionnées, qui virevoltent autour. L'ancienneté de l'exploitation de ces produits de la ruche est à replacer dans l'évolution du monde animal, parce que nous ne sommes pas, et de loin, la seule espèce à consommer du miel et à exploiter, enfin surtout à consommer du miel, et nous partageons ce trait avec d'autres espèces, aussi bien de mammifères que d'oiseaux. Donc vous avez l'exemple de l'ours ici, qu'on voit représenté ici, dont Michel Pastoureau a parlé, et que vous aviez ici en représentation sur la petite maquette du programme, mais aussi des blaireaux, évidemment les chimpanzés, et puis ce petit oiseau que vous voyez, qui est un honeyguide en anglais, qui se traduit par indicateur, c'est pas très joli, hein, c'est plus joli en anglais, qui en plus a la propriété de digérer la cire d'abeille. Parmi ces espèces, les chimpanzés, enfin les grands singes généralement et les chimpanzés en particulier, se distinguent par leur capacité à fabriquer des outils pour aller rechercher du miel. Donc vous avez ici des branches, enfin en haut, je sais pas où à gauche, je crois. Voilà, en haut à gauche, je suis en face de moi, des branches qui ont été cassées, effeuillées, et les chimpanzés vont les utiliser pour pénétrer dans la ruche et sortir le miel, ou parfois ils vont secouer les ruches. Et vous avez en bas un ensemble diversifié d'outils qui ont été fabriqués différemment. Donc on a vraiment une panoplie d'outils chez les chimpanzés, chez certains groupes au moins de chimpanzés, pour aller récolter les produits de la ruche. Non seulement ces chimpanzés utilisent des outils pour se nourrir de miel, mais l'obtention du miel, qui est parmi d'autres substances, des substances à forte valeur nutritive, repose aussi sur des relations sociales de coopération et de partage. Ça n'a pas l'air d'être toujours les cas, hein. Il y a des documents qui montrent qu'il y a un mâle qui va chercher le miel et qui s'en va et qui partage avec personne. Donc ça doit dépendre des groupes. Je suis pas du tout spécialiste, mais je voulais vous replacer notre espèce dans ce panorama global des espèces animales. Donc vous le voyez, les primates humains partagent cette caractéristique de rechercher du miel avec d'autres espèces animales, et ils entretiennent avec leurs productrices, c'est-à-dire avec les abeilles, une relation très particulière qui a déjà été évoquée dans les deux précédentes communications. Eva Crane, qui est qui était malheureusement une grande spécialiste des abeilles, qui a vécu 95 ans entre 1912 et 2007, écrivait en 1983, vous l'avez en anglais ici, mais bien sûr je vais le traduire: partout où il existe des abeilles sociales, l'homme les exploite pour leur miel, par la chasse ou l'apiculture. Et elle précise également que, au fil de l'histoire, l'humanité a souvent eu une attitude de proximité, de bienveillance et même un respect profond à l'égard des abeilles. Ça a été très bien discuté, précisé par Michel Pastoureau au tout début de cette matinée. Et il semblerait que le fait que les abeilles sont un animal qui n'a que des vertus transcende notre continent et la culture occidentale, et que ce soit vrai également dans d'autres contrées. Mais depuis quand, comment, dans quel contexte a-t-on exploité les données de la ruche? Quels indices a-t-on
de ces exploitations pour les temps anciens. Donc on va d'abord se poser la question des indices, puis ensuite vous verrez qu'ils sont très peu nombreux. Si on a beaucoup de choses pour les périodes historiques, on n'a vraiment pas grand-chose pour les périodes préhistoriques en termes archéologiques. Et Julie Lafont l'a dit, pour l'Égypte, les données viennent essentiellement des textes et des représentations, et archéologiquement, le terrain est muet, alors que Dieu sait que si on cherche quelque chose en Égypte, en général, on le trouve. Et vous verrez que c'est de la chimie qu'est venue une des solutions, la capacité d'extraire des substances dans les poteries et de caractériser et identifier la cire d'abeille nous a ouvert tout un horizon d'études de l'exploitation des produits de la ruche pour les 10 derniers millénaires. Autrement dit, pour des populations sédentaires d'agriculteurs et d'éleveurs. Qu'en est-il avant? On n'a quand même pas beaucoup de données avant l'Holocène, donc avant les 10 derniers millénaires, mais on a quand même un exemple certain, un cas certain et un exemple spéculatif dont je parlerai. Ensuite, ça a été dit déjà, je l'illustrerai un peu différemment. La cire d'abeille a eu énormément d'usages au cours du temps et je vais en parler. Et je terminerai non pas par des données, mais plutôt par des réflexions sur la socio-économie des produits de la ruche au néolithique. Oui, parce qu'avant on peut pas dire grand-chose. Avant cela, Michel Pastoureau a parlé de la difficulté de se retrouver dans les dédales des temps préhistoriques où on parle effectivement soit en BC, soit en BC ou BCE ou BP. Le BP before present avant 1950 est lié au fait qu'on a des datations par le carbone 14. J'avais pas pensé à en parler là, mais comme ça a été dit, juste cette petite explication, je n'irai pas plus loin, mais si vous avez des questions, j'y répondrai. Moi, je vous ai mis des dates simples en avant Jésus-Christ. Donc le 0, c'est Jésus-Christ, et on est à 2000, 6000, 10 000. Les premiers outils qui ont été fabriqués par la lignée humaine datent de 3,3 millions d'années au Kenya, et jusqu'à 6 000 avant notre ère à peu près, donc de 3,3 millions jusqu'à 6 000, enfin à 3,3 millions il y avait pas de lignée humaine chez nous, mais je simplifie. On a affaire à des populations de nomades qui vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette. À partir de 6000 avant notre ère, dans le sud-est de la France, les dates sont différentes au Proche-Orient et dans d'autres parties du monde. On a affaire à des populations qui maîtrisent l'agriculture, l'élevage, qui fabriquent des céramiques et qui sont sédentaires, ce qu'on a appelé en bon français le package néolithique, qui n'est pas le même dans les différentes régions du globe. Et ensuite, on a le développement des âges des métaux avec le bronze et le fer. Moi, je vais essentiellement vous parler du néolithique, grosso modo un peu avant 6000 parce qu'on va aller au Proche-Orient, entre 7000 et 2000 avant Jésus-Christ. Je ferai très peu d'incursions avant parce qu'on n'a pas beaucoup de données et quelques incursions après parce que c'est là qu'on a quand même le plus de données. Alors, travailler sur l'exploitation des produits de la ruche, l'apiculture, la chasse au miel pendant la préhistoire, c'est quand même une vraie gageure. Parce que les abeilles produisent des substances très intéressantes. Certes, elles vivent dans des ruches qu'on pourrait retrouver aussi, mais tout ça, globalement, est en matériaux périssables et ne se conserve pas sur des longues périodes de temps. Donc plusieurs indices, néanmoins, nous sont parvenus. D'abord des représentations, qui sont des représentations rouges d'une 50aine de centimètres de hauteur à peu près, qui sont peintes sur des parois de roches, sur des falaises, au Levant espagnol, donc dans l'est de l'Espagne, et qui représentent des chasses au miel. Alors vous voyez que j'ai mis des dates en BC, je suis désolée, c'est de l'anglais, pour Before Christ. J'ai mis 8000, 2000, alors là on est quand même hyper large, parce que ce sont des peintures rouges qui ne contiennent pas de carbone, et notamment on ne peut pas les dater au carbone 14, donc ils n'ont pas été datés directement. Ce que l'on sait, c'est qu'on a d'autres représentations qui montrent un bestiaire qui est en tout cas post-glaciation. Donc certains pensent que ce sont des mésolithiques, donc des chasseurs-cueilleurs, donc des néolithiques. En fait, bon, ils sont pas trop calés dans le temps, mais ce sont plutôt probablement les plus anciennes représentations que l'on ait, où vous voyez les abeilles surdimensionnées, comme je l'ai dit, les ruches sauvages, les échelles de cordes avec des cordes plus ou moins complexes, et il y a d'autres représentations qu'on a découvertes plus récemment qui montrent d'autres types pour monter. Le panier, bon, cette représentation est juste extraordinaire, quoi.
là, il y a une branche d'arbre. Alors, je crois avoir lu quelque part qu'on se demande s'ils ont grimpé sur les falaises ou sur les arbres. Difficile de savoir. 5 grimpeurs, dont un qui se casse la figure un petit peu en bas, là. Et on peut se demander si cela n'est pas là pour illustrer la dangerosité de ces pratiques, qui est connue. Et, enfin, bon, Nicolas César parlera de ce qui se passe en Asie et il abordera peut-être cette question. Et puis, en bas, vous avez un petit groupe de 12 personnages sur lequel je ne m'appesantis pas, mais qui a l'air d'être féminin, de genre féminin. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Bon, je savais que Julie Lafont présenterait ce que je vais vous présenter là, mais on passe en fait des chasseurs de miel à l'apiculture, avec un bond dans l'espace et dans le temps. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en 2400 avant Jésus-Christ, en Égypte, on a une apiculture qui est bien développée, et avec l'autre représentation superbe de la tombe de Rekhmiré. Donc des représentations, on a aussi dans d'autres parties du monde, mais je n'avais pas le temps de tout vous présenter ici. L'autre indice, deuxième indice dont je vais parler, les associations polliniques, c'est-à-dire les associations de pollen qu'on peut trouver dans des récipients archéologiques. Je vais prendre un exemple. Mais dans la littérature, il y en a, ça se compte sur les doigts d'une ou voire de 2 mains, mais vraiment tout juste. On est à Ohrdorf, dans le sud de l'Allemagne, dans une tombe princière du premier âge du fer, 600 avant Jésus-Christ. Et vous avez ici une représentation de cette tombe. Ce qui est important, c'est le chaudron que vous voyez sur la droite de la diapositive, parce que ce chaudron que vous revoyez sur le dessin contenait à l'intérieur un dépôt d'environ 1 cm d'épaisseur. Alors pour nous, là, c'est absolument génialissime de trouver une croûte d'1 cm d'épaisseur. Et il se trouve qu'elle était très riche en graines de pollen. C'est un article assez ancien, mais je pense que c'est l'article qui va le plus loin dans l'interprétation de l'assemblage pollinique dans un contexte archéologique. Donc, il a été démontré qu'il s'agissait de miel de fleurs, 98 à 99% de pollen de plantes herbacées, et intéressant, les seuls pollens d'arbres sont des grains de pollen de tilleul. Par ailleurs, les variétés de pollen montrent qu'il s'agit d'un miel d'été, donc on a des informations sur la saisonnalité, probablement un miel issu de l'apiculture et un miel local. Et on sait que dans ces grands chaudrons qui accompagnaient les défunts, en général, ce sont des boissons et souvent des boissons fermentées qui sont offertes aux dauphins pour l'au-delà. Et on peut supposer, même si on n'a pas d'indice que le miel a bien fermenté, qu'il s'agissait d'hydromel, donc la boisson fermentée fabriquée à partir de miel. Donc voilà pour le deuxième indice. Troisième indice, des ruches quand même. La plupart sont en terre cuite, évidemment, parce que ça se conserve bien. Mais vous avez ici une ruche qui a été découverte sur un site lacustre. Bon, les sites lacustres, c'est un peu comme l'Égypte, c'est l'opposé, mais vous avez les contextes chauds et secs avec une conservation maximale, et les contextes anaérobie, soit lacustres, soit fluviatiles, soit marins. Pensez aux bateaux romains qui sont conservés dans la mer Méditerranée, par exemple, conservent extrêmement bien les restes biologiques. Donc là, c'est un cylindre en écorce de tilleul qui a été identifié comme pouvant être une ruche, et une analyse chimique, bon, assez mal publiée, mais bon, peu importe, qui tend à montrer qu'il y a un certain nombre de constituants moléculaires présents dans la cire d'abeille, vient conforter cette hypothèse que déjà au XXIIe siècle avant Jésus-Christ, les néolithiques fabriquaient des ruches et on les retrouve dans leur site. Cela dit, ce qu'on retrouve essentiellement, ce sont des ruches à partir des âges des métaux, donc après 2000 avant Jésus-Christ, des ruches en terre cuite, telles que celle-ci, qui est une ruche hellénistique ou romaine. Vous voyez que l'intérieur du vase a été peigné pour favoriser l'implantation des rayons, et vous voyez le petit trou aussi en bas du récipient qui permet aux abeilles d'aller et venir. On a aussi des cylindres qui ressemblent fort à ce qu'on voit sur les représentations égyptiennes. Et puis, cette découverte absolument époustouflante qui a été faite, qui a été publiée en 2010. C'est un véritable rucher, donc je ne sais plus combien il y a de ruches, mais il y a des dizaines de ruches dans la ville de Tel Rehov. Ça date de 900 avant Jésus-Christ, et le rucher est protégé par une enceinte, en fait, à l'intérieur même de la ville, avec des ruches qui sont en paille et en argile crue. Donc, enfin, pour moi, c'est la plus belle découverte archéologique de ruches, c'est assez extraordinaire. Donc, on a vu 3 indices, des représentations, des pollens et des ruches.
Et ça fait pas beaucoup de choses quand même, c'est très ponctuel. Clark a publié en 1942 ce papier qui s'intitule Bees in Antiquity, donc les abeilles dans le passé, et a écrit 1942. C'est un papier qui est fabuleux et extrêmement visionnaire, dans lequel il a écrit que, en tant que productrice de miel et de cire, des substances très prisées par les premiers humains, les abeilles semblent mériter plus d'attention qu'elles n'en ont reçu. Certes, mais avec quel reste? Et 50 ans après, on peut commencer à répondre à cette question. En effet, dans les années 1990, on s'est attelé à essayer de caractériser le contenu des récipients en céramique néolithique. Vous voyez, moi ça me paraît évident, mais peut-être pas forcément à vous. Ça, c'est un tesson de céramique sur lequel il y a un encroûtement carbonisé qui correspond, si ça vous est arrivé de faire cramer du lait, par exemple, dans vos casseroles, à cette croûte-là qui se forme, qui adhère bien à la céramique. Et en plus, comme à cette époque-là, on a affaire à des céramiques dont les parois sont poreuses, la matière organique va pouvoir s'imprégner à l'intérieur des parois. Donc on a mis en place des techniques analytiques pour extraire la matière organique de ces vestiges, et il se trouve que un des matériaux qui est retrouvé fréquemment, c'est de la cire d'abeille. Donc les premiers articles datent de vraiment la fin des années 1990. Ne regardez pas les cycles des analyses là qui correspondent à des analyses, j'en reparlerai. Ce qui est important, c'est que l'hypothèse de cire d'abeille et de miel a été posée dans des céramiques du 4e millénaire avant notre ère, donc avant Jésus-Christ, sur un site qui est en Angleterre, je crois. On va faire un prélèvement de tessons. Ce sont des analyses destructives. Alors, on ne travaille pas sur un vase complet comme celui-là. En général, les vases, ils sont très très fragmentés. Donc, on prend un petit tesson et il y a toute une stratégie de prélèvement avec les archéologues qui ont fouillé le site et avec les céramologues. On va le broyer au laboratoire. On va extraire avec un solvant organique la matière organique. Après, je vous passe les étapes. Il y a tout un ensemble d'étapes. Il y a 1 à 2 jours de préparation des échantillons et on travaille en général sur des séries. Et ensuite, on va analyser les échantillons avec ça, qui est une colonne chromatographique. C'est un tube creux qui fait 1/3 de millimètre ou 1/4 de millimètre de diamètre, dans lequel on va injecter les molécules. Donc voilà, vous avez en fait sous la seringue, dans la boîte, il y a cette colonne-là et on injecte ici les molécules. Elles vont être entraînées par un gaz, elles vont aller plus ou moins vite, comme sur un marathon, et on va pouvoir les séparer en fonction de leurs caractéristiques. Donc on obtient ce qu'on appelle des chromatogrammes, où un pic correspond à un type de molécule, et ensuite on va chercher la carte d'identité de ces molécules, c'est-à-dire qu'on va les passer dans un spectromètre de masse, et pour chaque pic, on va avoir un spectre de masse qui permet de remonter à la formule. Et c'est ainsi qu'on a pu retrouver de la cire d'abeille. Alors voilà à quoi ça ressemble pour moi la cire d'abeille. Vous avez en bas un chromatogramme de cire archéologique sur lequel j'espère que vous reconnaissez la signature des esters à nombre pair d'atomes de carbone de 40 à 52 que vous voyez ici. Vous avez également des alcanes, des acides gras, peu importe, mais vous voyez que le chromatogramme en bas de la cire d'abeille archéologique est plus complexe que celui du haut parce que certains composés, en l'occurrence des alcools, se sont formés par dégradation des esters. Donc à l'heure actuelle, la signature de la cire d'abeille a plusieurs caractéristiques. Déjà, elle est très caractéristique de cire d'abeille. Aucun autre être vivant fournit ce type d'assemblage moléculaire. D'autre part, elle est très robuste. Bon, elle s'altère quand même au cours du temps, mais on a réalisé un certain nombre d'expérimentations qui nous permettent d'identifier des signatures également altérées de cire d'abeille. C'est un matériau qui a été retrouvé dans un certain nombre de céramiques et en 2015, avec l'équipe de Richard Evershed en Angleterre, nous avons écrit cet article dans Nature. Vous voyez le nombre d'auteurs, on était une 60aine. Parce que ce sont 6400 tessons qui ont été analysés, en gros, d'un grand nombre de sites. Vous verrez la carte tout à l'heure. Et sont signataires tous les écologues, archéologues, céramologues, tous les chimistes qui ont travaillé. Donc voilà, comme l'a dit aussi Michel Pastoureau, la préhistoire est vraiment un champ d'investigation, une aire de jeu assez fabuleuse pour tout ce qui est interdisciplinaire. Donc on a obtenu ce type de chromatogramme. Je passe. Ce qui est surtout intéressant, c'est ces résultats. Vous avez en abscisse, donc sur l'axe horizontal, le temps qui va de 7000 avant Jésus-Christ à 2000 avant Jésus-Christ, donc le prénéolithique.
Et en ordonnée, sur la partie verticale, vous avez le nom des sites. Et ce qu'on voit, et les bandes noires correspondent aux périodes sur lesquelles on a trouvé de la cire d'abeille dans les récipients. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 7000 avant Jésus-Christ jusqu'à 2000, et évidemment on a des données pour les périodes postérieures, on retrouve, bon, il y a 1 an ou 2, je disais systématiquement. Maintenant, je dis de façon récurrente, parce que ça dépend des contextes, de la cire d'abeille dans les récipients en céramique. Ça veut dire que c'était pas quelque chose de ponctuel, mais que c'était vraiment une activité récurrente et probablement systématique dans certains cas. Depuis 2015, la recherche a avancé quand même, et nous avons obtenu de nouvelles données. Bon, encore, c'est sur la façade atlantique, je ne détaillerai pas, mais vous avez ici un exemple des mines de Gavas, où on a retrouvé de la cire d'abeille dans ces 2 petits récipients que vous voyez à l'écran, et ce sont des mines qui ont servi à exploiter une roche qui s'appelle la varicite, au 4e millénaire avant Jésus-Christ, me semble-t-il, oui c'est ça, et on suppose qu'on avait là des lampes et que la cire d'abeille a suivi d'illuminantes, je ne sais pas comment dire en français, enfin pour s'éclairer quoi, de matériaux d'éclairage. Je suis désolée, l'anglais est notre langue de travail, donc en fait on lit de l'anglais toute la journée, donc parfois le français n'arrive pas tout seul. De nouvelles données aussi au Proche-Orient, et les données les plus récentes sont des données dans des récipients néolithiques du Pays de Galles. Donc cette carte est vraiment très intéressante. Les points, je ne sais pas si vous les voyez, mais les points noirs correspondent aux sites archéologiques qui ont été étudiés, et les couleurs, plus on va vers le rouge, plus on a de nombre de tessons, une quantité importante de tessons qui a fourni de la cire d'abeille, et pour les parties bleues, on n'a pas trouvé de cire d'abeille. Et vous voyez qu'on trouve de la cire d'abeille du Proche-Orient à l'Europe de l'Ouest, du nord de l'Europe à l'Afrique du Nord. Or, pour ces périodes-là, on n'a pas de reste d'abeilles dans le registre géologique. Sur les 3-4 derniers millions d'années, on n'a pas d'indice d'abeilles, si ce n'est sur le site de Tel Réov. Donc cette carte de distribution de la cire d'abeille peut être aussi un indice paléogéographique de distribution des abeilles à miel pendant les 10 derniers millénaires. Alors, qu'en est-il avant ? Il a été question des chasseurs-cueilleurs. Alors là, on n'a vraiment pas grand-chose. On a quand même un indice qui est aussi extraordinaire au premier sens du terme. Je ne l'ai jamais vu, cet objet. C'est une photo de la publication. C'est une sorte de petite boule de matière organique qui porte des empreintes de fibres végétales, qui était probablement un adhésif destiné à emmancher les outils des chasseurs-cueilleurs, et qui a été analysé. Il a été découvert en Afrique du Sud, dans un site de 40 000... alors là, on est dans du BP, donc enfin bon, vous voyez, 40 000 BP ou BC, ça ne change pas grand-chose pour ces périodes-là. Ce qui est important, c'est que ce sont des chasseurs-cueilleurs paléolithiques, et l'analyse chimique a mis en évidence un mélange de cire d'abeille, de résine de forme et peut-être d'œufs. Donc, à ma connaissance, c'est le seul exemple de produit de la ruche identifié de façon indubitable chez des chasseurs-cueilleurs. Alors, c'est pas si étonnant que ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est unique et qu'on n'a pas beaucoup de données et qu'on le prouve, mais on sait que, il y a eu quelques allusions ce matin, il existe encore des chasseurs de miel actuels. Ça, c'est le cas des Hadza en Tanzanie, et vous voyez à gauche le diagramme qui représente le pourcentage de ce qui est consommé en masse, avec 4% de miel, alors que ça correspond à droite à un apport énergétique de 15%. Donc le miel est un aliment important pour ces populations. On va faire un saut encore plus important dans le temps. On va aller à 1,6 million. Donc là, jusque-là, on était sur du Homo sapiens. 1,6 million, c'est une autre espèce. Là, c'est Homo erectus. Sur le site de Kobifora au Kenya, c'est un article que j'ai découvert assez récemment, alors qu'il date de 91, parce qu'il sortait un peu de mon champ de compétences, de connaissances et d'exploration. Ce sont des données anthropologiques. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une photo d'un fémur d'Homo erectus, donc, qui vient du site de Kobifora, qui se caractérise par une hypervitaminose A. Alors la première hypothèse qui avait été faite, c'était que c'était des chasseurs hyper performants qui s'étaient gorgés de foie, de carnivores, et ce qui avait développé une hypervitaminose A. L'autre hypothèse a été de supposer que ça pouvait être lié à de la consommation de miel ou de couvain. Alors je ne sais pas si on
prouvera un jour, mais intellectuellement c'est extrêmement intéressant parce que pour ces populations, on étudie en général leur alimentation à partir de tout ce qui est carné et végétal, mais jamais personne, enfin je pense pas qu'il y ait d'article sur le paléolithique posant la question de l'exploitation des produits de la ruche, et ça pourrait être un des éléments qui prenaient en compte dans leur système de mobilité, puisque ces produits de la ruche sont en général exploités pour ce qu'on sait des chasseurs-cueilleurs actuels au moment des épisodes de chasse, en fait. Quelques mots sur les exploitations de la cire d'abeille. Alors, je vous ai parlé surtout de cire d'abeille et pas de miel, parce que le miel, bon, vous savez que c'est fait de sucre, en l'occurrence de petits sucres. Les sucres, c'est ce qui est consommé en premier dans le sédiment par les bactéries, parce que c'est énergétique, et donc on ne retrouve pas, ou très peu, il y a peut-être 2 publications qui identifient les sucres du miel, donc on travaille plutôt sur la cire d'abeille. Un certain nombre de ces utilisations a déjà été cité, donc je vais reprendre certaines utilisations et en citer d'autres. C'est un matériau qui peut être utilisé comme plastifiant dans des adhésifs, soit d'emmanchement, soit de réparation de poterie pendant la préhistoire. Là, je vous ai fait un panorama, c'est complètement diachronique, hein, j'ai tout mis. Donc, ça sert aussi à imperméabiliser des matériaux, à calfater les bateaux. Ça a été dit aussi, c'est un support d'écriture. Donc là, vous avez une petite tablette en bois de l'Égypte romaine qui est au Louvre, qui est au Louvre, que j'ai étudié il y a fort longtemps. Et en fait, ces tablettes sont évidées, remplies de cire, qui est colorée, soit en noir, soit en rouge par un pigment, de manière à pouvoir écrire dessus avec un stylet. Et en bas, le petit rectangle qu'on voit, c'est l'endroit où on positionne le stylet. Donc un support d'écriture. Elle a été aussi très utilisée pour la fonte à la cire perdue, pour protéger de la corrosion, et on l'a vu dans l'éclairage. Et j'ai sûrement oublié des usages, mais en tout cas, elle a beaucoup de propriétés, et donc elle a des usages techniques très diversifiés. La cire et le miel interviennent aussi dans les soins du corps, et je vous ai mis ici cet exemple de nouveau assez étonnant. Vous avez une radiographie d'une dent humaine du néolithique, et sur cette dent humaine, je ne sais pas si vous voyez en haut à droite, il y a un petit ajout coloré en jaune. C'est de la couleur artificielle, hein, mais et en fait, ça correspond à une matière plastique qui a été ajoutée sur une dent fissurée. Donc on est en présence d'une action de dentisterie, et la spectroscopie infrarouge a permis de montrer qu'il s'agit vraisemblablement de cire d'abeille. Donc on a de la cire d'abeille au néolithique qui est utilisée en dentisterie. Et puis enfin, tout ce qui est un peu plus symbolique, on va dire, avec l'utilisation et artistique pour momifier les corps, en Égypte notamment, dans les sculptures, les peintures. Et je vous ai montré ici un portrait du Fayoum, de nouveau ça vient de l'Égypte, de la fin de la période romaine, qui sont des portraits funéraires, qui sont peints avec le liant, c'est de la cire d'abeille assez épaisse qui a été travaillée. Une partie de ces portraits sont au Louvre, hein, ils sont absolument magnifiques. Si vous avez l'occasion, vous pouvez aller les voir. Pour terminer, quelques mots de la socio-économie des produits de la ruche. Bon, en fait, on peut pas dire grand-chose, mais on peut quand même mettre en parallèle ces scènes d'exploitation des produits de la ruche sauvage que vous voyez à gauche, qui sont mises en parallèle de ce qui se passait, je ne sais pas si ça se passe encore en Himalaya, en tout cas à la fin du XXe siècle, où on a exactement les mêmes systèmes. Ça a été dit aussi par Julie Lafont que finalement, pendant longtemps, il n'y a pas eu énormément d'évolution sur les systèmes de collecte. Là, on est à plusieurs millénaires d'écart, plusieurs milliers de kilomètres d'écart, et on retrouve les échelles de cordes, les bateaux, je ne crois pas qu'on ait de représentation, mais les paniers, les falaises, la dangerosité des actions. Alors, ce que l'on sait, que ça je l'ai pris du film d'Éric Valli, sur les chasseurs de miel, c'est que en Himalaya, pour ces villages-là, ils agissent en petits groupes spécialisés. Ce sont 4 ou 5 hommes qui vont en expédition dans la forêt. Il y a tout un ensemble de rituels aussi, hein, qui accompagnent ces expéditions. Ils vont récolter, donc le chef de l'expédition est celui qui grimpe et qui récolte les rayons. Et en bas, ses collaborateurs vont séparer dans les mains la cire du miel. Donc ça, c'est un peu déprimant pour la préhistoire, parce qu'on se dit qu'on n'aura jamais, à part si on a une représentation, on n'aura jamais d'indice de cela. Ils gardent le miel pour leur consommation, ou ils l'échangent avec d'autres produits. Et par contre, ils vendent la cire sur les marchés
pour les métallurgistes qui font de la fonte à la cire perdue pour payer un impôt sur le miel. Cet impôt, on n'en a pas parlé ce matin, mais il y a beaucoup de choses aussi sur les impôts, la façon dont ces produits sont imposés. Je ne sais pas si on a des données pour l'Antiquité, mais il y en a pour le Moyen-Âge. Alors évidemment, on ne peut pas transposer ce système-là vers le néolithique, mais néanmoins, ça nous donne une vision pour proposer des scénarios d'exploitation et d'organisation de l'exploitation. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une exploitation systématique, j'y vais un peu fort, voilà, les nouvelles recherches m'amènent à nuancer ça, en tout cas récurrente, de cire d'abeille depuis 7000 avant Jésus-Christ, tout au long du néolithique, à partir des données dans les céramiques. Ce qui signifie, qui n'est pas un scoop non plus, qu'ils avaient une bonne connaissance des forêts et qu'ils ont été capables d'exploiter les ruches pendant des millénaires sans les tuer. Et tous les chasseurs de miel ou ceux qui collectent les ruches dans la nature savent très bien qu'on en prend une partie, qu'on en laisse une autre partie, sinon on n'a plus de miel ni de cire. On peut imaginer que déjà on avait une certaine spécialisation. Toujours est-il que la cire d'abeille et nécessairement le miel faisaient partie des systèmes socio-économiques, peut-être en partie pseudo-spécialisés, dès la période néolithique. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Donc, une exploitation attestée, démontrée par les chasseurs-cueilleurs paléolithiques en Afrique du Sud. On peut se poser la question, on a vu que les chimpanzés utilisaient des outils. L'être humain, en plus, à partir de 500 000 avant Jésus-Christ, maîtrisait le feu. Et on peut se poser la question de l'avantage que ça a été compétitif pour le genre Homo de maîtriser à la fois les outils et le feu pour exploiter les produits de la ruche. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une recherche récurrente, voire systématique au néolithique. Et ça fait reculer de plusieurs millénaires l'exploitation systématique ou récurrente de ces produits de la ruche, puisque Clark en 1942 écrivait que c'est probablement à partir du moment où la technique de la fonte à la cire perdue, qui nécessite beaucoup de cire, s'est développée, qu'on est passé à l'apiculture. Alors c'est peut-être le cas. On ne sait pas quand on est passé à l'apiculture, si vous me posez la question, voilà, on ne sait pas, mais ça ne serait pas impossible que ce soit fait dans le courant du néolithique, en tout cas en Europe. On a peut-être une intensification de la production pendant la préhistoire, ça c'est un sujet qu'il faut qu'on explore, il faut voir si on arrive à quantifier les choses, ce qui n'est pas évident. Et puis vous le savez tous, la cire d'abeille a été exploitée jusqu'à l'avènement de la chimie de synthèse, et elle est encore exploitée, même si c'est dans une moindre mesure. Et suivant les populations, les contextes, le miel ou la cire ont des coûts différents et sont plus ou moins recherchés l'un ou l'autre. Et le miel est toujours consommé, et nous verrons cet après-midi comment, par qui, et s'il va continuer à être consommé longtemps. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je termine sur cet ouvrage magistral de Eva Crane, qui est en anglais, il n'est pas traduit, The World History of Beekeeping and Honey Hunting, donc l'histoire mondiale de l'apiculture et de la chasse au miel. Et puis, vous avez ici, donc il date de 2007, et j'ai mis ici un ouvrage collectif qu'on a publié en 2019, dont Nicolas César aussi était co-auteur, Abeilles, une histoire intime avec l'humanité. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup pour votre attention.